Bonjour Caril. Salut. Salut Lucie. Salut. Je suis hyper heureuse de vous avoir ici aujourd'hui, mais aussi parce que c'est une des premières vidéos que je fais. Et en fait, Caril, il y a un peu une histoire, mais on en parlera plus tard dans l'interview entre nous deux. J'ai l'impression que c'est un peu une boucle qui se boucle pour nous. Vrai. Ouais. C'est trop chouette. On s'est rencontrés il y a à peu près une année. Puis du coup, c'est toi qui as commencé à faire une interview. Dans mon salon. C'est ça, c'était cool. Et donc, du coup, je suis vraiment enchantée que tu sois là aujourd'hui. J'avais envie de créer ce trio parce qu'en fait, il y a quelque chose qui nous unit. C'est, entre guillemets, ce qu'on pourrait définir la médiumnité. Et je pense qu'on a les trois un peu une définition de la médiumnité qui nous est propre. Et donc, du coup, j'avais envie d'échanger un petit peu sur ce thème avec vous. Mais surtout, ce qui m'intéresse, et j'espère vous intéressera aussi, c'est aujourd'hui, on est quand même dans un moment où on a l'impression que les gens s'éveillent à leur médiumnité, ils s'éveillent à leurs canaux, ils s'éveillent à leur subtil, à leur monde intérieur. Et voilà, j'avais envie de partager ensemble un peu comment ça s'est passé pour vous, sans qu'on aille trop dans les histoires non plus personnelles trop loin. Mais en fait, comment on construit cette confiance au subtil et comment on avance gentiment dans cet éveil-là. Voilà, alors du coup, qui a envie de prendre la main? Comme tu veux. J'y vais? Bah oui, vas-y. Ouais. Bon, pour moi, c'est beaucoup la connexion avec mon guide. Comme tu le sais, je parle beaucoup du moi supérieur. À force d'être connecté avec cette partie, je trouve qu'on ose faire des choses que l'humain n'oserait pas faire. Moi, le petit personnage, Carrie, il n'aurait jamais osé me lancer si je n'avais pas médité, je pense, quelques années avec mon guide. Donc moi, ça m'a poussé vraiment en avant. Avant que tu rentres en connexion avec ton guide, est-ce qu'il y a eu quelque chose que tu as dû, entre guillemets, transcender? Nous, on parlait beaucoup d'alignement avant de pouvoir rentrer en connexion. C'est quelque chose qui te parle? Tu dis d'alignement par rapport à la vie de tous les jours? Oui, d'alignement en soi avant de se connecter au subtil, au lieu de directement aller de l'extérieur sans être forcément sur son assise, en fait. Moi, ce qui me parle beaucoup, c'est que j'ai fait un énorme tri, mais j'imagine comme vous aussi, dans mon entourage, dans mon quotidien, il y a des gens que j'ai dû éjecter. C'est pas méchant, hein, mais j'ai dû vraiment les mettre de côté pour faire de la place. Et puis suite à ça, j'ai plus ressenti aussi mon guide. Donc je pense que c'est autant dans la vie physique que dans le subtil. Enfin, pour moi, ça s'est fait un peu en même temps. Ouais. Tu as eu l'impression que tout a convergé en même temps? En fait, plus je méditais, plus j'avais besoin de faire de l'ordre dans ma vie, et vice-versa, plus je faisais de l'ordre, plus j'arrivais à méditer avec mon guide. Donc j'ai l'impression que les deux se sont en parallèle, vraiment. J'aime bien comment tu dis méditer avec mon guide. Ouais. C'est chouette, j'avais jamais entendu méditer avec son guide. Ouais, en fait, si tu veux, moi je ferme juste les yeux puis j'appelle cette présence-là, simplement. Mais en faisant ça, j'ai l'impression que ça a mis de l'ordre dans ma vie et le contraire. Je pense que ça va ensemble. Ok. Je sais pas comment ça s'est passé pour toi ou si tu fais aussi cette connexion-là ou si tu as d'autres moyens. Alors moi, je suis rentrée par le biais de l'écriture, qui est aussi une forme méditative à quelque part. Donc, mais c'est vraiment l'écriture qui m'a permis d'ouvrir toutes mes perceptions, de comprendre aussi beaucoup mieux les choses, les ressentis, les informations que j'avais. Et par la suite, aussi la méditation. Ok. Donc écriture intuitive ou oui. tu laisses aller? Exactement, okay. Oui. Ouais. Oui. C'est quelque chose qui t'a parlé, toi, à un moment donné, l'écriture? Ouais, j'aime bien écrire pour moi, mais c'est pas ma spécialité. C'est plus pour moi, à titre personnel, que j'ai besoin de décharger des choses. Mais en médiumnité, je l'utilise pas pour mes patients. C'est plus la parole directe pour moi. Ouais. Toi, Caril, ça fait un moment que tu es installée un peu dans ce milieu. Tu as un nom qui circule. Mais avant d'avoir ce nom, il y a bien un moment donné où ça a commencé chez toi. Et tu sais, on parlait beaucoup de ce début de l'ouverture dans une autre vidéo avec Lucie. Comment ce début d'ouverture s'est fait pour toi et comment tu as commencé à construire ta confiance sur ce que tu sentais et que tu t'es pas dit à un moment donné, allez, je deviens fou, quoi. Je deviens complètement schizo, je commence à entendre des voix, je vois des choses, enfin... Comment ça s'est passé pour toi? En fait, moi, pour faire ça, mon guide, je le sens toujours à gauche. Et du coup, j'ai une sensation physique sur ma gauche. Et tout ce qui est physique, pour moi, c'est pas du mental. On peut voir des choses, on peut peut-être même entendre des choses de par notre tête. Mais quand on ressent quelque chose au niveau de la peau qui vibre, je crois pas que c'est une hallucination. Et du coup, je suis beaucoup resté sur cette sensation-là qui m'a permis, en fait, d'avoir confiance en ça. Puis de me dire, mais je suis pas fou.
il y a un vrai truc qui est en train de se passer. Ouais, c'est une approche que j'aime beaucoup puis que j'affectionne parce que comme je viens de la branche Vipassana, c'est quelque chose qu'on apprend énormément, c'est revenir aux sensations, revenir dans le corps et qu'en fait une sensation ne ment pas. Ouais. C'est ce que tu es un peu en train de dire, c'est que là c'est difficile de construire des mensonges à travers une sensation en fait. C'est ça. Et C'est tous les ça. gens qui doutent, je leur dis, mais quand vous vous connectez avec ce guide ou avec d'autres choses d'ailleurs, est-ce que vous avez une sensation physique? Si c'est oui, je ne pense pas que c'est leur mental qui leur joue des tours. Donc peut-être pour les gens qui écouteront, ça peut les aider à avoir confiance. Ouais. S'il y a quelque chose dans le corps qui vibre à quelque part. C'est ça. Moi, je trouve que ça amène aussi une jolie porte de relier notre être, notre âme au corps, en fait. Chose que parfois on peut être amené à couper ou à être déconnecté. Moi, je l'ai été pendant longtemps. Et justement, de se reconnecter à ces sensations, je trouve qu'on rallie le tout. Oui. Et après, ça s'ouvre et on comprend aussi les choses. Ouais. Mais oui, alors si on revient vraiment à ce rapport au corps, mais c'est vraiment un thème central, je vois, avec tous les intervenants que j'ai eus. Est-ce que toi, tu as expérimenté, ou vous avez expérimenté des moments où vous avez vécu une spiritualité pas très ancrée? Tu sais, ce moment où on découvre les choses et puis du coup, on a tendance à plus s'envoler que de rester ici. Et qu'est-ce qui vous a ramené après sur un chemin un peu plus ancré? Oui, je pense tout le début de ma vie, vraiment. Et gentiment, là, je conscientise et je redeviens dans un alignement de ma vie beaucoup plus sain, en fait. Ouais. Mais spécifiquement la spiritualité, bon, on en a parlé Oui, déjà. oui. Mais oui, ces moments où on est vraiment que dans les airs plutôt que sur Terre. Oui. Moi, j'ai une période aussi où je lisais énormément de choses. J'étais beaucoup sur des vidéos à regarder des informations. Puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était beaucoup des informations mentales. Et à un moment donné, j'ai fermé les livres. J'ai plutôt vraiment médité concrètement, avec mon guide, comme je l'appelle. Mais pour moi, c'est ça qui m'a fait revenir dans mon corps. Donc, ça rejoint ce qu'on disait avant de revenir dans les sensations physiques. Parce que tout ce qui est livre, à un moment donné, ça rentre dans la tête, mais ça n'a pas le temps de descendre. Et moi, je pense que c'est comme ça qu'on peut se perdre aussi s'il y a trop d'informations. Mais c'est ça, c'est que d'un coup, on rentre dans une sorte de spirale où on commence à consommer énormément de contenu. C'est aussi, je trouve, le piège sur Instagram ou les réseaux, c'est que d'un coup, on commence à lire tout et rien. Il y a un peu un clash de plein de croyances. On a de la peine à créer sa vérité. Et puis surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de mots qui perdent leur saveur. On voit beaucoup de petites phrases partout, mais des fois, il y a des gens, ils les lisent, mais ils n'ont aucune compréhension de ce qu'ils lisent. Ouais, ça vous parle, ça? Oui, ce contenu Instagram sans qu'on puisse avoir une vraie substance derrière. Ouais. Et je trouve que quand on s'ouvre à tout ça, à nos perceptions, à cette spiritualité, on a envie de comprendre, on a envie de se nourrir de tout ça. Et puis justement, il y a trop. On va sur les vidéos, dans les livres, dans toutes ces choses-là. Et on peut se faire déborder et de reprendre le temps de, en fait, juste, entre guillemets, s'asseoir avec soi-même et prendre le temps de s'ouvrir à soi-même, en fait. Ouais. Vous pratiquez des routines, ça vous parle? C'est quelque chose qui est important. Pour moi, il y a une différence entre rituel et routine, mais est-ce que c'est une différence que vous faites ou est-ce qu'il y en a l'un que vous préférez plutôt que l'autre? C'est quoi ta différence? Routine. Ouais. Pour moi, la routine, c'est quelque chose d'assez cadré, qui aurait tendance à être genre, je me lève à 7h, et puis après, de 7h à 7h15, je fais ça, et puis après de ça, et ça. Donc, c'est un truc qu'on s'impose, qui a pour moi une certaine, pas emprise, mais on a un certain cadre qu'on ne s'autorise pas à passer. Et puis, une routine peut être faite dans une intention d'une vision plus loin, mais pas forcément avec une intention ancrée sur le moment, dans les actions. Et pour moi, un rituel, c'est toute action que j'entreprends où j'ai vraiment ancré la conscience et une intention sur le moment. Et un rituel, pour moi, n'a pas besoin d'arriver tous les jours à la même heure, mais quelque chose qui va être selon le besoin et l'environnement à ce moment-là. Ça vous parle ? Alors moi, ce qui me parle beaucoup, c'est les routines, dans ta définition à toi. Mais moi, je mettrais rituel dans le même panier. D'accord. Moi, je suis quelqu'un d'assez rythmé, d'assez cadré, mais alors, je pense que ça rassure en partie, c'est clair. Mais j'ai besoin de fonctionner comme ça pour être efficace, en fait. Sinon, je peux très vite me disperser, ça ne se voit pas, parce que justement, je suis très organisé. Mais si je suis en vacances à quelque part, que je ne maîtrise pas du tout le truc, je peux ne plus être efficace du tout dans ce que j'ai envie de faire.
Donc, quand tu dis disperser, c'est qu'à un moment donné, c'est quoi? T'es dans des pensées, Ouais, c'est ça, en fait. C'est la tête qui... Moi, si j'ai pas une structure de... Alors, c'est pas forcément toutes les heures, hein, mais si j'ai pas des moments dans la journée où je fais ci, je fais ça, ma tête, elle est sans arrêt en train de cogiter. J'ai besoin de cadrer pour que ma tête me laisse tranquille. Ouais. C'est un moyen pour moi d'être moins dans le mental, je pense. Ouais. Ouais. Toi, tu es quelque chose qui est un peu aussi dans le multipotentiel, si je ne me trompe pas, et puis pas dans l'hyperactivité, mais tu as une manière de fonctionner qui est peut-être pas non plus la normale, Oui, si j'ose oui, dire. oui, Et puis du coup, ce cadre est quelque chose qui t'aide vraiment à évoluer. Ouais. Oui. Moi, j'ai un léger TSA pour ceux qui, enfin, peut-être ceux qui écoutent ou peut-être pour comprendre. J'ai un fonctionnement neuroatypique, donc j'ai besoin d'être structuré. Si j'ai pas ça, très vite, je perds mes repères. Du coup, je perds ma connexion aussi avec mon guide, puis tout se perd en fait. Ouais. Donc pour moi, c'est léger d'être dans une routine. C'est pas quelque chose de lourd comme pour certaines personnes. Et puis pour toi, Lucie, parce que je sais que tu as fait une vidéo dernièrement aussi sur le multipotentiel. Oui. Comment tu définis ce multipotentiel et est-ce que toi aussi, ces routines t'aident ou rituels? Alors, moi, j'aime pas les routines. Je n'aime pas les choses qui sont tous les jours à la même heure. Après, je suis maman, donc c'est vrai qu'il y a des routines dans le quotidien. Mais pour moi-même, j'aime plutôt avoir des rituels. Des choses que j'aime faire quotidiennement, mais qui ne soient pas à la même heure, pas dans le même ordre. Moi, à l'inverse de toi, ça me rassure en fait. Okay. Mais je sais que j'en ai besoin et j'ai envie de faire ces choses-là, mais j'ai besoin que ce ne soit pas toujours à cette heure précise ou à ce moment de la journée. Parce que mon énergie varie aussi dans la journée. Ouais. Et donc, basé sur ces informations pour vous, votre connexion avec le subtil, du coup, pour toi, c'est j'ouvre de telle heure à telle heure ou c'est un peu tout le temps? Ouais, alors ça a beaucoup changé avec le temps, parce qu'au départ, c'était j'ouvre, je ferme, en fonction des jours. Ouverture à 9h, fermeture à 17h. C'était un peu 14h, je commence ma séance privée, je m'ouvre une demi-heure avant, puis après je me referme quand j'ai terminé. Ouais. Mais maintenant, j'ai changé un peu ma vision, parce que je pense que l'idée, c'est d'être quand même connecté, si possible en permanence, mais sans absorber tout de tout le monde. Et moi, pendant très longtemps, et même encore aujourd'hui, j'ai des fois de la peine si je suis très ouvert à pas absorber. Par exemple, si je rentre dans un cinéma, qu'il y a plein de gens, si je suis trop ouvert, j'ai quand même l'impression de prendre beaucoup de tout le monde. Et ça, c'est compliqué pour moi de rester enraciné, puis en même temps de ne pas trop capter. C'est un gros challenge pour moi dans cette vie. Ouais. Mais je pense que le but final, c'est quand même d'être enraciné et connecté en haut pour être dans une vie fluide, en fait. Je pense que c'est le but final. Mais il y a des challenges pour arriver à ça. Oui, je pense aussi... moi, je suis encore un peu au début où j'ouvre le magasin et je ferme le magasin. Parce que justement, dans les lieux publics ou les choses comme ça, il y a trop et c'est beaucoup à gérer. Donc, j'essaye d'être le plus ancrée possible, je me rends compte que plus je suis consciente de chaque instant de ma vie et plus c'est facile, plus c'est fluide dans ma vie. Mais c'est vrai qu'il y a encore des moments où je mets un peu des horaires. Je comprends. Ouais. Je suis un peu... je crois que je suis un peu entre les deux. Je suis un peu entre les deux parce que pendant longtemps, j'avais de la peine à être incarnée et enracinée. Et puis, des fois, quand je suis vraiment là, d'un coup, j'ai une peur. Et je pense que les gens, j'entends ça dans l'accompagnement, une peur d'être déconnecté au subtil parce que d'un coup, on est trop là. Vous pensez qu'on peut être trop là et donc déconnecté? Trop là, trop là, tu sais... comme des journées comme aujourd'hui, tu te lèves, tu viens faire un tournage, ou bien tu te lèves, tu vas faire tes courses. Et tu sais, c'est les moments où tu es plus forcément en conscience dans ces moments-là. Ouais. Moi, je pense pas qu'il peut y avoir trop. Dans ta question, c'est un peu comme si on pourrait dire on peut pas être trop raciné sur cette terre. Moi, je pense que le but, c'est d'y être à fond. C'est pas facile, hein, mais ça serait d'y rester complètement ici. Puis du coup, je pense qu'on peut pas se perdre si on est complètement là, j'ai l'impression. Ouais. Et moi, je te rejoins aussi. Par contre, on pourrait se perdre si on va juste en haut dans cette connexion spirituelle et puis qu'on est justement plus dans le corps. Là, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être trop perchés. J'aime pas trop ce terme-là, mais c'est quand même la réalité où des fois, ils ont de la peine à revenir. Oui. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui peuvent peut-être même plus revenir parce que ça fait trop d'années qu'ils sont
juste connecté à quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi des fois aussi. Ça, c'est vrai. Déjà, on ne sait pas trop quoi. Et moi, ça me fait vraiment écho quand tu dis ça, au fait qu'en fait, dans cette quête de la spiritualité, on oublie que peut-être le but de la spiritualité, c'est de percer ce voile de l'illusion. Et qu'en fait, du coup, ils se sont juste envolés dans une autre illusion pour pas être ici et maintenant. Et je sais de vos parcours que vous avez vécu ça de manière différente. Toi, il y a eu beaucoup de... Tu as eu tout un passé, en fait, aussi dans les addictions, qui, je suppose, est un peu similaire. On va chercher une sensation, une réponse dans quelque chose où on est dans une sorte de rêve, en fait. Ouais. Moi, j'ai besoin de m'anesthésie, en fait, pour faire simple. J'ai beaucoup fumé de cannabis et je pense que ça m'a coupé mes sens. C'était ma manière pour moi de survivre à l'époque. Je ne savais pas qu'on pouvait se connecter. Enfin, j'étais encore pas du tout dans ce monde-là. Et puis, dès que j'ai appris à me connecter avec mon guide, j'ai pu arrêter ces substances qui ont plus de sens, en fait, pour moi. Donc, ouais, c'était un paradis artificiel, d'une certaine façon. Comme l'alcool, comme médicaments à haute dose, etc. Ouais. Je profite parce qu'on est les trois un peu là-dedans et qu'on reçoit des gens. Il y a des questions que vous avez qui vous surprennent quand les gens viennent chez vous. Qu'est-ce qu'ils pensent que c'est un médium? Vous avez eu un peu des situations cocasses comme ça, un peu surprenantes, où les gens ils ont une vision du médium qui est peut-être un peu particulière? Je suis sûre que toi t'en as, je te vois sourire. Ouais, j'en ai pas mal, mais moi, il y a un truc qui me choque beaucoup, c'est que les gens, en fait, pensent que je sais tout de tout, tout le temps. Oui. Ou je sais tout d'eux quand ils sont devant moi en face de la table. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des éléments qui viennent, j'imagine que pour toi, c'est pareil. Oui, oui, oui. Il y a des infos qui viennent, il y en a d'autres qui viennent pas, mais je vais pas savoir avec qui ils étaient hier soir. Oui. Des fois, on s'imagine ça. Ou des fois, des histoires de couple un peu spéciales, puis comme si je savais tout, où étaient les partenaires. C'est pas comme ça que ça marche. Et ça, je trouve assez drôle, parce qu'on a des fois un peu peur, comme ça, de moi ou de mon travail. Oui. J'imagine que ça te fait peur. Ah, pareil, je dis toujours, mais je lis pas dans votre tête, ni j'ai pas le résumé de votre vie. Et il y a aussi je pense que les gens font pas forcément la différence. Ils pensent aussi que je peux être voyante. Et alors je dis, je ne délivre pas les numéros du loto. Je ne connais pas votre avenir. Et il y a vraiment une différence à faire avec médium et voyante. Oui, et il y a aussi une responsabilité à donner à l'autre, que nous, on ne donne que des informations finalement qui nous sont données, mais qui sont aussi des projections de la personne qui est en face, puisque c'est eux qui nous ouvrent les accès. Enfin, c'est ma vérité, hein. J'ai l'impression que c'est eux qui nous ouvrent les accès. Et donc, du coup, on n'a que la capacité de lire finalement ce qui nous est donné là. Mais les informations peuvent être fausses dans 2 jours, 3 jours, puisque l'énergie bouge et que du moment qu'il y a une information qui est conscientisée, ça fait bouger la personne dans toute son entièreté, en fait. Et ça, j'ai l'impression que les gens, ils ont... Enfin, moi, j'avais aussi ce piège-là où je me rattachais à ce qu'on m'avait dit, genre il y a 2 mois. Et je pensais que j'étais toujours dans cette situation jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, pas du tout. Mais je donnais tellement de pouvoir au médium qui était en face de moi que finalement, c'était plus ma vérité, c'était la vérité qui avait été donnée, mais qui était passée, quoi. Ouais. Je pense que c'est bien de dire qu'un médium, c'est pas forcément un voyant. Alors, il y a des gens qui font les deux. Oui. Et puis, je pense qu'il y a des gens qui ont plus cette capacité d'aller un peu, on va dire, un peu dans le futur. Mais je te rejoins, c'est le futur maintenant, tout de suite. Donc, si dans 2 semaines, la personne n'a pas suivi cette énergie, ça joue plus. Il faudrait remettre à jour. Donc, ouais, je pense qu'il faut faire attention avec cette histoire de futur, à mon avis. Ouais. Moi, j'ai des fois des gens qui s'asseyent devant moi qui me disent « Bon, je veux savoir la suite. » Mais la suite, alors déjà, pour moi, la suite, elle commence maintenant. Et puis, qu'est-ce qu'on peut déjà découvrir maintenant et qu'est-ce qui ressort aujourd'hui? Et ensuite, ça créera votre suite, si possible dans la lumière, dans quelque chose de joyeux, quoi. Ouais. Puis, dans les énergies cocasses canalisées, vous avez eu quoi de plus extravagant? C'est vrai, hein, moi, il y a des gens qui viennent et ils attendent le spectaculaire. Alors, des fois, les défunts, c'est presque un peu surfait. Mais donc, du coup, des fois, on peut se retrouver à canaliser des énergies qu'on n'avait jamais senties ou bien même qu'on ne s'attendait pas à faire connaissance. Vous en avez un d'exemple d'énergie un peu surprenante comme ça qui est venu à vous? Alors, tu penses aux défunts spécialement ou... Non, à tout. Je pense comme on canalise autre chose que les défunts. Mais je sais pas, tu vois, un petit gnome ou ce genre de truc. Alors, moi, ça, j'ai pas eu. Non. Moi, j'ai eu des défunts avec des caractères particuliers, ça oui. T'as le droit d'en balancer un ou... Ouais, non, mais typiquement des choses assez drôles. L'histoire d'un grand-papa qui, tout d'un coup, a envie de se mettre en avant. En fait, il y a un jour, j'ai ressenti un grand-papa et une grand-maman.
les deux étaient présents, vraiment dans la séance. Et puis je sentais le grand-papa qui voulait se mettre en avant. Et ce qui était assez drôle, c'est qu'en fait, dans sa vie, il était comme ça, toujours à se mettre en avant, toujours à piquer la parole de l'autre. Et puis je sentais la femme qui était toujours en arrière-plan. Et du coup, il y avait une espèce de jeu, de caractère entre eux. Et puis ça, je trouvais assez drôle, parce qu'apparemment, dans le monde spirituel, ça se reflète par rapport à la réalité quand même qu'ils ont vécue. Et ça, je trouvais assez drôle, ce genre de choses. Ou l'histoire d'un grand-papa qui est... j'ai beaucoup d'histoires avec des grands-papas, qui est dans la forêt, et puis je vois un chien qui tourne autour de lui. Puis en fait, la personne me dit, mais en fait, il avait un chien de chasse. Et puis du coup, il y avait la forêt, le chien qui tournait autour. Et c'était pour faire comprendre qu'il était souvent dans la forêt avec son chien. Et ouais, c'est joli. tous des jeux comme ça entre animaux ou des couples aussi. C'est drôle. Ouais. C'est assez fou, en fait, finalement, que les caractéristiques restent et souvent qui se présentent. Hein, tu pourras en parler aussi parce que tu en parles souvent de comment les défunts se présentent à nous, Oui. Sous quelle forme. Et puis, en fait, finalement, qui nous donnent les caractéristiques qui étaient tellement évidentes pour les autres pour qu'ils soient vite reconnaissables. Puisque de ce que moi j'ai senti, c'est que ça leur demande pas mal d'énergie, finalement, d'être en contact. Et qu'au final, les mots sont choisis, en fait. Chaque mot est choisi, chaque message et va à son essence. Et en général, il ne tourne pas autour du pot pendant 15 jours, quoi. Toi, t'en penses quoi? Oui, alors complètement. C'est vrai que des fois, moi, j'entends un léger accent ou par exemple, si je ne vais pas voir le défunt en entier, ils vont me montrer, typiquement un grand-papa aussi, il va montrer son béret parce que c'était la chose qui définissait vraiment ce grand-papa-là. Ou alors, tout d'un coup, là, j'ai eu dernièrement un qui a embaumé ma pièce d'odeur de pipe. Vraiment, Ah ouais. c'était très fort. Puis je dis, oh mon Dieu, mais il y a vraiment cette odeur de pipe qui est là. Puis la personne me dit, je sais exactement qui c'est. Donc, c'est vraiment des éléments qui viennent comme ça, ils sont reconnaissables directement. Et qu'est-ce que vous en dites de tout ce qui se dit mais en fait, ça sert à rien de contacter les défunts. En fait, vous contactez souvent le malin. Il y a des esprits qui sont là pour vous conduire vers autre chose. Ils vont vous manipuler. Qu'est-ce que vous croyez par rapport à ça? Comment vous pratiquez? Quelles sont vos expériences de discernement, en fait, de voir quel genre d'esprit vous êtes en train de communiquer, mais aussi comment vous vous préparez à la communication, si ça a un effet ou pas sur le genre d'esprit avec qui on est en contact. Tu veux partager? Moi, les défunts, ça a toujours été ma plus grande peur. Et on dit que nos plus grandes peurs sont nos plus grands alliés. Moi, c'est vraiment ça. Et c'est vrai que depuis que j'ai complètement ouvert, j'ai décidé d'avoir confiance en qui j'avais et qui se présentait. Et puis de vraiment construire ma confiance que il n'y a pas que du mal, il n'y a pas que du noir. Parce que je me suis construite avec ces peurs-là. Et j'ai décidé que non, j'allais plutôt dans la confiance. Et en fait, je le ressens. C'est toujours très lumineux, c'est rempli d'amour. Et ça me fait dire que j'ai pas de doute, en fait. Et puis pour toi? Ouais, moi je te rejoins sur ce que tu as dit. Et puis pour moi, il y a le fait que si ça fait du bien aux patients, et puis que le médium, en l'occurrence, n'est pas trop fatigué ou n'est pas complètement vidé, moi je me dis que c'est pas de l'ombre. Parce que si c'était de l'ombre, ça ferait du mal à tout le monde, on n'aurait plus d'énergie du tout. Enfin, pour moi, il y aurait tout ce côté négatif après la séance aussi. Et du moment que ça fait du bien, qu'il y a vraiment des messages qui vont dans le bon sens, dans le sens du cœur, pour moi, ça peut être que de la lumière, en fait. Sinon, il y aurait vraiment quelque chose qui descendrait. Si c'était ce fameux malin ou le diable, ou peu importe comment on l'appelle. Ouais. J'ai aussi entendu dernièrement que lorsque quelqu'un décède, ce serait bien d'attendre 12 mois. Alors moi, je vous sors toutes les croyances quand on m'a balancé ces derniers temps. Que quand quelqu'un décède, ce serait bien d'attendre 1 année avant de rentrer en contact. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je peux juste parler de mon expérience, mais pour moi, c'est faux parce que j'ai des personnes qui sont venues 3 jours après. Je me rappelle très bien, j'étais à un tout début, une femme de la trentaine d'années, elle venait de perdre son père la semaine d'avant, elle était venue chez moi le lundi, et puis son père était clairement là, mais aussi clair qu'un défunt il y a 3 ans en arrière. Donc moi, de mon expérience, je pense que c'est au cas par cas. Peut-être que certains ont un chemin à faire pour ensuite qu'on les capte, mais je pense que certains défunts sont aussi prêts très vite, parce que peut-être que ce papa-là avait fait déjà son chemin aussi dans cette vie. Et d'ailleurs, c'était quelqu'un d'hyper spirituel, je me souviens bien de ce contact. Et puis je pense qu'il avait tout un chemin aussi personnel, qui peut-être fait que je pouvais le sentir plus vite. Donc pour moi, ces histoires de 3 mois, 6 mois, 1 année, je pense que ça dépend vraiment des cas. Ouais.
Ça a du sens, totalement pour moi. Ouais, alors moi, je te rejoins complètement, vraiment. J'ai pu expérimenter aussi qu'après quelques jours où ils sont là, en fait. Donc, je te rejoins complètement. Est-ce que être médium ou être connecté au subtil a, d'une certaine manière, apaisé votre rapport à la mort? C'est une dure question, elle est dure. Alors, oui, pour moi, oui, clairement. Moi, je suis quelqu'un qui, depuis mes 12 ans, c'est très bizarre, mais je m'endormais le soir et puis je m'imaginais mort. Très bizarre, j'avais une sorte de jeu intérieur, mais pas agréable du tout, où j'imaginais qu'est-ce que ça faisait de plus respirer, qu'est-ce que ça faisait de plus avoir de pensée du tout. Puis, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose, surtout dans cette zone-là, ça ne peut pas juste s'éteindre. Et il y avait un truc qui ne jouait pas entre cette sensation que j'essayais de trouver, puis la réalité de la vie. Et c'est vrai qu'à force de faire des contacts, moi, je rejoins en fait cette hypothèse que j'avais déjà depuis 12-13 ans, où il y a quelque chose qui ne s'éteint pas. Maintenant, cette chose, on l'appelle comme on veut, mais pour moi, c'est clair qu'il y a un fil conducteur qui continue. Et pour moi, c'est quand même l'âme, si on devait mettre un terme. Ouais. Puis j'imagine quand on canalise, enfin moi c'est ce que j'ai expérimenté, au plus je canalise et je suis dans cette expérimentation, au plus tous les messages qui sont donnés aux personnes viennent toucher quelque chose chez moi aussi, et à chaque fois réaffirmer quelque chose, ou en tout cas redonner ce sentiment d'amour inconditionnel, d'unité, et donc du coup ça m'aide des fois à traverser des moments où on est un peu en rétention, on est en résistance, on vit cette expérience d'humaine des fois avec de la friction, quoi. Puis pour toi? Complètement, moi ça m'a enlevé les peurs que j'aurais pu avoir sur une potentielle fin qui n'est pas du tout une fin pour moi. Et j'ai beaucoup communiqué avec eux, que ce soit avec mes ancêtres ou d'autres défunts qui ont pris le temps, qui ont beaucoup de patience, de m'expliquer et de me rassurer. Et maintenant, clairement, je peux dire que j'ai plus peur de la mort. C'est beau. Moi, je crois qu'on va finir là-dessus. Vous aurez une anecdote à raconter sur vos débuts ou sur votre vie de médium, un truc qui aujourd'hui vous fait un peu sourire, ou si ça vient pas, ça vient pas, hein, c'est pas grave. C'est un petit bonus. Toi, il faut le temps de réfléchir. Il y a beaucoup d'anecdotes, mais moi, c'est surtout par rapport aux patients qui te demandent des trucs. Mais bon, après, je ne vais pas te dévoiler, toi. Bien sûr, non, bien sûr. Oui. J'essaie de garder un peu le secret professionnel, toi, quand même. Oui. Oui. Non, alors, je demande dans votre vie... Mais tu penses à quoi, les trucs drôles ou... Moi, je trouvais, par exemple, tu vois, au début que j'ai commencé à vraiment ouvrir la porte aux défunts, j'étais comme toi, vraiment dans la résistance. Et je me souviens d'une nuit où je me lève et je vais aux toilettes et je reviens et je vois un monsieur assis par terre dans le coin de mon lit, et je le regarde puis je fais on peut en parler demain, s'il vous plaît. Je vais aller me recoucher, quoi. Et je trouve que des fois, on se met dans des situations comme ça où il y a un clair ressenti, il y a une claire connaissance, il y a une claire vision, on le sait, et il y a une partie de notre cerveau qui fait vraiment, je suis en train de rentrer là-dedans. Genre, est-ce que ça devient vraiment ma nouvelle réalité? Et pour moi, ça reste toujours une anecdote assez marrante de me dire, ça y est, t'en es venu à parler à un monsieur qui est assis en pleine nuit au bord du lit, qui attend juste de délivrer un message, mais voilà, c'est pas maintenant, quoi. Et moi, ça me fait marrer, en fait, ces moments-là. C'est le moment où, finalement, tu te prends un peu moins au sérieux, il y a de l'autodérision, puis c'est ce moment où, tu sais, t'es toujours à la lumière de, ok, là, je deviens pas folle, mais quand même, c'est assez bonnard comme moment, quoi. Voilà. Je sais pas si moi, vous en ton avez... histoire, ça me fait penser à un truc. J'ai fait beaucoup de démonstrations publiques, j'en ai fait une vingtaine en Suisse romande, mais il y a déjà quelques années. Et puis, le soir d'avant, c'était impossible pour moi de dormir. Je ressentais des défunts dans ma chambre tourner, si on veut bien. Puis je leur disais vraiment, si c'est vous qui êtes là pour demain, revenez demain. Parce que là, je peux rien faire. C'est 22, 23 heures, et puis il faut juste que je dorme. Et puis en fait, ça peut paraître fou, peut-être, mais il y avait vraiment des hommes et des femmes qui revenaient le lendemain. Et puis, c'est des profils que j'avais déjà eu le soir d'avant. Et puis j'en parlais, puis ça tombait sur quelqu'un du public, et puis c'était une maman, un papa. Donc des fois c'est fou, ils viennent, mais c'est pas le bon timing. Ouais, oui. Donc on sait, moi je savais que j'allais faire ma conférence, et puis eux, ils sont déjà là, comme s'ils étaient pressés. Parce qu'ils étaient peut-être appelés par les gens qui savaient qu'ils venaient à ta conférence, en fait. Sûrement. Et puis, tu peux pas faire grand-chose dans ton lit, tu peux même pas connecter avec ces gens, dire écoutez, j'ai déjà votre... Ah ouais, c'est chouette. C'est rigolo avec le recul. Ouais. Et puis toi? Moi, c'est plus
J'ai eu il y a quelques mois en arrière quelqu'un qui venait me caresser les cheveux aussi la nuit, donc quand je dormais. Et autant avant ça m'aurait terrorisée, et autant là j'ai dit mais non, j'ai pas envie d'être rassurée, d'être coiffée ou je ne sais quoi. Là maintenant c'est non, je dors et c'est demain. Et en effet, le lendemain, j'avais aussi une cliente qui venait et puis qui me parle de sa grand-maman qui était si douce et qui prenait le temps de la coiffer et tout. Puis je dis, ah, donc elle était déjà là. Oh, c'est chou. Donc oui. Bon, je crois qu'on va pouvoir finir. Vous aviez une petite envie de rajouter quelque chose ou on peut finir là-dessus? C'est OK. C'est OK pour moi. Ça vous va? Ben, merci beaucoup d'avoir fait cette petite table carrée, du coup, même pas ronde. Mais à trois, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir avoir cette conversation. Merci à toi. C'était sympa, Merci. merci. Super. Et puis, comme je le dis sur les vidéos, ben, du coup, je mets vos liens en description. Et puis, les gens, s'ils sont curieux d'aller voir un peu ce que vous faites, ben, ils pourront aller voir vos profils. Ça va? Cool. Avec plaisir, merci.